Bonsoir mesdames et messieurs. Donc on va vous présenter Objectif Autistan. Alors juste avant de commencer, on va vous dire que on a fait un montage pour aujourd'hui évidemment du spectacle, parce que le spectacle dure à peu près 50 minutes. Là on a réduit, on a fait quelques coupes pour avoir un support de 30 minutes à vous présenter, afin de pouvoir échanger un petit peu avec Mathieu après. Alors évidemment, comme c'est ça qui est intéressant, je trouve, comme exercice, on n'est pas forcément dans tout ce qui est... on n'est pas dans une salle de spectacle, même si on est bien gâté parce qu'on a quand même des micros, des enceintes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir présenter quelque chose, mais néanmoins, on n'a pas ce temps de préparation avant. Donc Mathieu ne connaît pas forcément le plateau. Il va jouer avec un micro-main. J'ai demandé à Ruben... Ruben ne joue pas dans le spectacle, mais il aidera Mathieu. Il récupérera le micro de temps en temps, celui-là, puisqu'il y en a deux, puisqu'il y a des moments où Mathieu chante. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Peut-être mettre les portables en vibreur, mais enfin, ça, c'est parce que c'est ce qu'on dit en général quand on prend l'avion ou qu'on voit un spectacle, ou en mode avion. Voilà, tout simplement. Ah, il y a 3 micros en plus. Waouh. Bon, je vous laisse donc avec Objectif Autistan sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Imaginez un pays où vivent près de 120 millions de gens atypiques qui pensent tout à fait autrement, les personnes autistes. Un nom fort exotique a même été trouvé par Joseph Chovanec, un philosophe passionné de voyage, l'Autistan. Où se trouve-t-il, me direz-vous ? Eh bien, on ne le voit pas, et pourtant il existe. Ce n'est pas un pays fictif, imaginaire, mais plutôt immatériel, intangible, loin du temps et de l'espace, mais aussi du tout médical, de l'injonction à la normalité, voire au bonheur, un bonheur qu'on ne s'approprierait peut-être pas. On entend s'y réfugier par nos pensées les plus profondes et s'y exprimer en toute sécurité. Car pour réussir dans la vie, il faut savoir parler de soi et surtout parler pour soi. S'il y a des gens qui se sont sentis exclus à l'école, au travail, dans leur vie sociale, d'autres parviennent en revanche à nouer des liens, à bien s'entendre avec les gens, rester en bons termes, au prix souvent d'un grand effort qui finit la plupart du temps par payer. Mais au fond, est-ce qu'il est nécessaire d'aller très loin pour trouver sa place en société, pour faire société ? L'autistan, voyez-vous, pour moi, c'est comme le bonheur dans la chanson de Charles Trenet, Le Soleil et la Lune, un astre-volage qui part et revient, qui s'en va n'importe où. Et vous verrez que ce n'est pas une idée aussi arrêtée que l'on peut le croire. Voici donc pour preuve l'histoire de Pierre, 10 ans, de Grégory, 14 ans, et de Delphine, 28 ans. 3 personnes autistes à 3 âges distincts qui vont être amenées à faire leur petit bonhomme de chemin et même à s'entraider plus ou moins indirectement, dirais-je. Mais je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. Merci bien. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. D'ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui.
Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Des journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, ah, la lune est là, ah, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Nous entrons d'abord dans une école primaire. On peut y voir dans la cour des enfants jouer au ballon en hurlant comme des fous, ou d'autres qui discutent sur un banc plus ou moins fort. Il y a Pierre qui est assis tout seul dans un coin. Il lit une BD, Objectif Lune. Il y a des camarades qui passent à côté de lui sans même le regarder et lui adresser la parole. Dans une salle de classe a lieu un entretien entre Madame Rosie, la maîtresse d'école, et puis Léa et Marc, les parents de Pierre. L'heure est venue aux interrogations. Bon, voilà, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mais je suis inquiète pour votre fils Pierre. Rassurez-vous, il n'est pas du tout un mauvais élève, il a de très bons résultats pour un enfant de CM2, mais il est un peu solitaire. Solitaire, mais comment ça? Écoutez, il est souvent seul à la récréation, à lire ou à réciter ses leçons. Les autres enfants ne le regardent même pas, ils restent dans leur jeu. Vous faites quoi, vous, dans vos temps libres? Oh, pas grand-chose, vous savez, Pierre n'est pas du genre à jouer dehors. Il préfère la lecture, il est seul dans sa chambre. Il adore l'histoire, il adore l'astronomie et même la bande dessinée. Surtout Tintin, il en parle tout le temps. Vous pensez vraiment qu'il est spécial? Avez-vous entendu parler de l'autisme? Un peu, oui, mais de là à y songer. Renseignez-vous. Je suis sûr qu'il y a une explication à la solitude de Pierre. C'est un enfant calme et réservé, beaucoup plus réservé que les autres. Allô, KM2, mission numéro 1 remplie. Maintenant qu'on y pense. Nous sommes à présent dans un collège. Marie, la maman de Grégory, est convoquée au bureau du directeur parce que Grégory s'est bagarré avec quelques camarades. Explication. Vous m'avez convoqué, monsieur le directeur, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, votre fils, Grégory, est très très irritable, perturbé et perturbant, voire violent. Hier, il s'est battu avec 3 camarades et a envoyé l'un d'eux à l'hôpital. Oula, et moi qui le trouvais nerveux hier, je comprends mieux maintenant. Il est très colérique, il balance des injures. Bon, il est autiste, on l'a bien compris. D'abord, il y en a qui l'ont regardé de travers. Ensuite, il avait l'air d'aller mieux. Mais là, je ne comprends pas. Sa violence est intolérable. On a dû le provoquer, il a dû être perturbé, vous ne trouvez pas? Peut-être, mais mon devoir est de veiller à la sécurité de tous les élèves. C'est mon rôle de chef d'établissement. Monsieur le directeur, je sais à quel point c'est difficile d'élever un enfant à besoins spécifiques et je préside une association pour l'autisme. Si vous le déscolarisez maintenant, il va perdre tous ses repères. Peut-être, mais quand un élève dégénère et qu'on ne peut plus rien pour lui, que voulez-vous? Monsieur le directeur, s'il vous plaît, je suis autant démuni que vous. Tâchez de surveiller Grégory, car s'il persiste à être violent, c'est le renvoi définitif. À la maison, silence radio. Jean-Paul, le papa, attend Marie, qui arrive à la maison, épuisée et furieuse. Elle appelle son fils. L'heure de l'affrontement a sonné. Grégory? Oui, maman. Grégory, je reviens du bureau du directeur. Je suppose que tu sais pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? Il
paraît que t'as frappé d'autres élèves. Frappé? Moi? Arrête! Tu sais que c'est mal de frapper quand ça ne va pas, quand on est en colère. Explique-moi! Je jouais au ballon avec Luc, Nicolas et Benjamin. Ils n'avaient qu'à pas jouer n'importe comment et encore moins me traiter de demeuré. Donc tu t'es pas tué, t'en as envoyé un à l'hosto. Mais tu sais que c'est la punition assurée, ça. Je suis hors de moi, Grégory. C'est incorrect et c'est même très grave. Jean-Paul a tout entendu. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Grégory a encore frappé. Vous me faites chier, mille tonnerres! Écoute Greg, on sait que c'est important pour toi que l'on respecte les règles d'un jeu, mais en aucun cas, il n'est permis de frapper qui que ce soit. Tu le sais en plus. Mais je vous emmerde! Il monte dans sa chambre, claque la porte et hurle. Les parents se retrouvent seuls. Ah Marie, décidément, on ne peut plus rien pour lui. C'est grave cette fois. M'en parle pas, Jean-Paul. Il s'est bagarré avec 3 camarades et l'un d'eux est actuellement à l'hôpital. Je reviens du bureau du directeur. Il risque le renvoi. Oh non, déjà qu'il n'a pas été facile de trouver un collège qui accepte son fichu caractère. S'il faut repartir à zéro, ça va devenir ingérable. Eh oui, je sais. Où finira-t-il cette fois ? Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Passons à présent à un musée où travaille Delphine, muséographe de profession. On y voit des techniciens installer tout le matériel nécessaire à la présentation des œuvres d'art. L'éclairage, les textes explicatifs, le sens du parcours, etc. Son patron, M. Ferroni, a une petite discussion avec elle. Bon, écoute Delphine, la dernière exposition, j'ai trouvé que ton travail était un peu trop pointilleux. Comment ça, pointilleux ? Il y a trop de détails, trop de comparaisons, trop de métaphores. J'ai constaté des retours négatifs de la part des visiteurs. Regarde le livre d'or. J'ai vérifié et ils ont raison, tu pars dans tous les sens. Monsieur Ferroni, je rêve que l'art puisse parler à tout le monde, quitte à expliquer beaucoup. Ah, peut-être, mais ce n'est pas une raison pour noyer les gens dans plein d'informations de façon arbitraire. Mais j'ai une conscience professionnelle et je peux faire des erreurs comme tout le monde, enfin. Il faut aussi que tu apprennes à accepter les critiques. C'est ça, la vie professionnelle. Si tu continues de répondre comme ça, tu n'as pas ta place en entreprise. Allez, on reprend. La journée se termine, les techniciens sont partis. Delphine se confie, toute seule, complètement désemparée. Eh bien, quand j'ai pu, à 26 ans, mettre enfin un nom sur ma différence, autisme, je ne savais pas à qui en parler. Heureusement, ma famille, puis mon patron, M. Ferroni, ont pu m'épauler du mieux qu'ils peuvent. Je suis muséographe, je structure des expositions du début à la fin. La symétrie, l'harmonie entre les couleurs, l'expression des émotions sur tous les supports possibles et imaginables, ça me parle et je rêve, naïvement peut-être, que cela parle à tout le monde. Mais hélas, des fois, je ne comprends pas la mentalité des gens autour de moi. Pourquoi veulent-ils toujours avoir raison sur tout, avoir toujours à redire, avoir le dernier mot ? Moi, j'ai beau me montrer polie, compréhensive, à l'écoute, comme on me l'a toujours appris. Des fois, j'ai envie de tout casser parce que je me sens salie, beaucoup plus qu'incomprise, parfois même blessée, humiliée, trahie. Je sais bien que le monde n'est pas parfait, mais enfin, pourquoi ?
Ça me fait penser, à juste titre, à un poème de jeunesse que j'ai écrit sur le sujet. Ça s'appelle « Pourquoi ?» Pourquoi m'est-il difficile de discuter aisément avec les autres ? Pourquoi leurs tons et leurs mots me sont-ils étranges, étrangers ? Suis-je trop attaché aux bonnes manières pour être simple ? Quel ennui, quelle solitude à trop vouloir faire attention ? Pourquoi ne suis-je pas assez diplomate ? Et si j'essaye de l'être, pourquoi sans succès ? Tant de vérités cachées ou déformées pour sauver l'honneur, que de complications, pourquoi ? Pourquoi si peu de reconnaissance après les efforts que je fournis chaque jour ? Je découvre, je m'adapte, je prends les autres pour modèle, et cela pour satisfaire mon entourage. Et voilà qu'on me soumet à la critique, à la peur, voire à l'échec. Qui suis-je ? Où vais-je ? Que fais-je ? Pourquoi la simplicité chez les autres n'est-elle que complication à mes yeux ? Ai-je trop peur du monde réel, tant vénéré par les braves gens ? Je me noie dans le doute, la douleur et le remords, sans savoir comment revenir à la surface. Pourquoi suis-je condamné à supporter tout ce fardeau ? Ne suis-je qu'un simple étranger, quoi qu'il advienne, quelles que soient mes intentions, mes valeurs ? Suis-je condamné à être exclu, humilié, stigmatisé, infantilisé, intérieurement déresponsabilisé pour la vie ? Le temps passe. Nous allons à présent chez un médecin. Dans la salle d'attente, nous pouvons voir Léa et Marc attendre les résultats de leur démarche diagnostique pour Pierre. D'autres enfants, avec leurs parents, lisent en attendant sagement leur tour. Bon, Marc, je sens qu'on va être fixé. T'es sûr que les résultats seront fiables ? Ah, certains, Léa. Si des patients du docteur Elliott ont dit beaucoup bien de lui sur Internet, c'est a priori qu'il est fiable. Et en plus, j'ai trouvé une mine d'informations au centre de ressources autisme. Bon, j'avoue que je n'y comprends pas grand-chose à la génétique avec toutes les mutations, que sais-je, l'impact du microbiote intestinal, c'est vraiment pas mon domaine. Mais quand on explique que le cerveau absorbe tout comme une éponge, alors là, mais je trouve ça hyper parlant. Ah mais dis donc, tu te souviens du documentaire que nous avait recommandé ma sœur ? Tu sais, celui sur les talents des personnes extraordinaires. Imagine jouer du piano comme Glenn Gould, dessiner une ville au détail près comme Steven Welcher ou Gilles Tréhin, penser le bien-être animal comme Temple Grandin. Ah oui, bien sûr. Il y avait même la chanteuse Suzanne Boyle, Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon. Ah, et cette petite fille, Iris Grace, qui peint de magnifiques toiles à son jeune âge. Mon Dieu, c'est formidable de faire toutes ces choses-là. Me voici tout mouillé, j'ai sauvé un nageur perdu. Mercure, Vénus, Terre, Mars... Pierre, ça suffit. Arrête de répéter tes cours comme un perroquet. Allez, courage. Monsieur et Madame Bricourt, c'est à vous. Voilà, les résultats sont clairs. Pierre a bien des troubles du spectre de l'autisme. Et donc, rassurez-vous, il a toutes ses facultés intellectuelles. L'autisme est, disons, la plupart du temps un handicap social. Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il était comme un petit professeur ? Je sais juste qu'on l'a déjà surnommé professeur tournesol, mais petit professeur, non, ça me dit rien. C'est-à-dire qu'il peut avoir une mémoire extraordinaire sur un ou des sujets qui le fascinent. Ça peut très bien être l'histoire, ça peut être les animaux, ou même les trains. J'ai une nièce, Aurélie, elle a 20 ans, le syndrome d'Asperger et une passion dévorante pour les insectes. C'est vous dire si je connais ces drôles d'oiseaux. Mais alors, comment faire pour qu'il parvienne à s'intégrer, à trouver sa place ?
En tant que parent, vous êtes les plus à même de l'encourager à aller de l'avant. N'hésitez surtout pas à l'aider à en parler à ses camarades et même à sensibiliser son institutrice. Ma nièce a gagné le cœur de toute sa classe à force de parler d'elle avec à la fois humour et sincérité. Ah mais pour sûr qu'on l'aime, notre Pierrot, on veut tout faire pour qu'il s'en sorte. C'est déjà ça, c'est un premier pas. Je vais vous donner les coordonnées d'associations et de personnes autistes engagées dans la cause. Vous êtes sur la bonne voie. Merci docteur, à bientôt. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Nous allons à présent dans les locaux d'une association pour l'autisme, précisément celle de Marie, la maman de Grégory. Les parents de Pierre y vont pour la première fois et prennent des renseignements. On y voit aussi des jeunes faire connaissance en prenant une boisson, avec ou sans leurs parents. Je sens que la discussion va être des plus enrichissantes. Bon alors, vous avez eu un diagnostic pour votre enfant? Oui, en tant que maman de Pierre, je suis soulagée de pouvoir mettre un nom sur sa différence. Mais je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard. Je ne sais pas s'il deviendra comme votre fils, qui apparemment est quelqu'un de très extraverti, du moins en apparence. Ah, vous savez, regardez Grégory, un grand gaillard sportif au caractère du capitaine Haddock. Il est irritable par moments, mais je sais qu'il avance. Mais vous le brusquez pas trop, au moins. Pierre, lui, n'est pas très sportif. Il préfère la lecture, il est très isolé. Ah, vous savez, madame, qui aime bien châtie bien. Greg va très souvent sur Facebook dans l'espoir de se faire des copains. Mais est-ce que ça l'aide vraiment à sortir de sa torpeur? J'en doute fort. Mais j'ai entendu dire que les réseaux sociaux aidaient beaucoup les personnes autistes et même les parents à trouver des solutions à des cas pratiques en tout genre. Les heures calmes dans les supermarchés, mais quand j'en ai entendu parler aux informations, j'ai trouvé ça génial. Oui, c'est vrai, c'est très utile pour être plus apaisé, mais ça ne fait pas tout. Tout le monde n'a pas cette initiative. Il faut savoir accepter que l'environnement soit bruyant et lumineux pour pouvoir sortir de son cocon. J'ai longtemps regretté d'avoir mis ma vie professionnelle en suspens pour m'occuper de Greg au détriment de sa fratrie. Élever un enfant autiste, c'est pas de tout repos. J'ai trop peur d'empiéter sur son espace. Même Marc, mon mari, n'est pas très à l'aise avec ça. Soyez ferme, vous dis-je. Patience, ça viendra avec le temps. Pendant ce temps-là, Pierre et Grégory se rencontrent tout à fait par hasard. Que va-t-il se passer? Salut toi.
T'as pas l'air bavard, dis donc. Allez, dis-moi ce qui va pas. Je sais pas. Tu veux pas me le dire, hein? Attends. C'est toi qui as écrit ça? Je suis différent. Personne ne m'entend. Je voudrais seulement faire comme les enfants. Pouvoir m'amuser, rire, danser, chanter. Mais enfin, pourquoi suis-je fait comme ça? Le monde va trop vite, je m'enfuis, j'évite cette vie agitée pour mieux respirer. Mais c'est vraiment toi qui as écrit ça? Oui. Écoute, bonhomme, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'ai eu du mal à me faire des copains. Y en a même qui se moquaient de moi parce que j'étais trop lent, parfois dans la lune. Aujourd'hui, j'ai grandi et j'adore jouer au foot, même si parfois je trouve qu'il y en a qui font n'importe quoi sur le terrain. Voilà, ça m'agace, mais bon, c'est comme ça. Mais après, avec le temps, on peut se dire tout, on peut s'envoyer des vannes. J'ai même appris à faire des blagues. Et franchement, ça fait un bien fou. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi? Ben, moi, j'adore lire. Regarde, c'est mes bandes dessinées sur l'histoire, sur la lune et les étoiles. Ah, il y a même Tintin. Regarde, ils vont partir sur la lune. Et si tu montrais tes livres à tes camarades, il y en a peut-être qui vont aimer ce que tu aimes, mais ne parle pas tout le temps de la même chose, ça pourrait les ennuyer. Et surtout, ne dis pas trop d'un coup. Mais moi aussi, je veux avoir des amis. Tu en auras. Suis mon conseil et tu verras. Merci, mon ami. On peut tout couper en deux, ou simplement un petit peu, ou suivant ce que les gens veulent. Ce qu'on a dans nos portefeuilles. La vie c'est moitié-moitié, on peut tout éparpiller. Y a que l'amour et l'amitié qu'on peut pas couper. La 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 On peut tout couper en deux, son lit, son oreiller bleu, son carambar, son sandwich. Même un nuage, on s'en fiche. La vie c'est moitié-moitié, on peut tout éparpiller. Y a que l'amour et l'amitié qu'on peut pas couper. La 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 On peut tout couper en deux, et même le chiffre 2, la brouette du voisin, ses désirs et ses besoins. La vie c'est moitié-moitié, on peut tout éparpiller. Y a que l'amour et l'amitié qu'on peut pas couper. La 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 la
la la la la. Quelques jours plus tard, a lieu un salon de l'autisme international qui plus est. Il dure 2 jours. Delphine y a donné une conférence sur la théorie des cuillères. Vous savez, cette théorie qui traite de la fatigabilité chez les personnes neuroatypiques et qui, au fond, pourrait servir à tout le monde, élaborée par Christine Miserandino, adaptée par Julie Daché pour la fatigabilité cognitive, parce qu'à la base, la personne à l'origine de cette théorie est atteinte du lupus, donc les gestes au quotidien pouvaient générer de la douleur, et donc par transposition, ça donne ce que ça donne, ce qui vous coûte 1, 2, 3 cuillères, voire plus, selon son intensité, que vous vous prépariez le matin, que vous travaillez à votre poste ou même déjeunez avec vos collègues. N'hésitez surtout pas à vous renseigner pour comprendre de quoi il en retourne, voire évaluer votre niveau de fatigabilité. Parce qu'une charge mentale, on en a tous. Delphine est épuisée. Elle a terminé, elle est soulagée d'avoir réussi à affronter le peu de trac que l'on peut tous avoir quand on intervient devant tout un auditoire. Antoine, son petit ami, l'a rejoint presque aussitôt. « Oh mon amour, comme d'habitude, tu as été incroyable. Comment ne pas aimer ton humour, ta sincérité ? Oh Antoine, tu sais, toi aussi t'en es capable, c'est rien de bien extraordinaire. Mais c'est toi que j'aime. Quoique des fois, je t'ai trouvée un peu distante, je te comprends pas. Mais enfin, je te montre le plus possible à quel point je t'aime, à quel point j'ai envie d'être avec toi. Tu ne me le dis jamais assez, t'es tout le temps dans tes trucs. Ah, mais si je te parlais tout le temps, je pourrais plus travailler, ça n'avancerait pas. Mais comment peux-tu être aussi égoïste ? Comment peux-tu être aussi froide ? Bon, écoute, tu sais quoi ? Je préfère qu'on en reste là. Je préfère qu'on reste amis. Les relations amoureuses, c'est trop dur pour moi. C'est trop d'adaptation. Tu me fais trop de peine. Antoine s'en va les larmes aux yeux et Delphine tourne en rond comme un lion en cage. Et on me dit que le célibat a du bon. Et puis c'est quoi ça, ce petit texte qui est collé contre un arbre ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Garçon Asperger cherche jeune fille hyperactive pour un dîner au restaurant à la Saint-Valentin, si possible habillée correctement. Mais quel abruti ose écrire des trucs pareils et qui est assez fragile pour accepter ses coups tordus. Non mais sans blague. Une hyperactive et un drôle de zèbre s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre avec ses défauts ? Une hyperactive et un drôle de zèbre s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre avec ses idéaux ? Chez les Asperger, il faut respecter les règles. On cherche la petite bête, que tout soit parfait. On veut être intègre. Mais d'autres autistes, bien plus artistes et bien plus espiègles, voudraient qu'on arrête de se prendre la tête pour des clopinettes. Une hyperactive et un drôle de zèbre s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre avec ses défauts ? Une hyperactive et un drôle de zèbre s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre avec ses idéaux ? C'est la fin de l'année. L'heure est à présent au bilan. Dans l'école de Pierre, on fait le point et tout se passe pour le mieux. Il est même écrit « Bonnes vacances » sur le tableau noir. Léa et Marc font le point avec Madame Rosie et cela semble tout à fait prometteur. Je suis ravi des progrès de Pierre. Vous voyez, depuis le diagnostic, il est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus ouvert aux autres. Non seulement
Il joue à toutes sortes de jeux avec ses copains, que ce soit au ballon ou à chat perché. Mais en plus, il leur prête des livres et le plus beau, il raconte des histoires. À la maison aussi, ça va pour le mieux. Il est allé voir un beau film d'animation avec le fils de nos voisins, ils étaient aux anges. Et à l'entendre nous parler de vous, il vous adore. Arrêtez, vous me faites rougir. On a même acheté un chat et il semble apprécier sa compagnie. On s'était dit que la présence d'un animal de compagnie pouvait le rassurer, l'apaiser. Voilà, vous trouvez des solutions et ça fait vraiment du bien. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la fête de l'école a lieu samedi. Je compte sur votre présence, pour sûr que nous y serons. Pierre, où es-tu? Attendez, je suis dans l'espace. Chez Grégory aussi, tout va pour le mieux. Grégory a invité Marion, une copine de classe qui l'aide pour les devoirs et même pour sa prise de notes. La maison est plus rangée que jamais. Une complicité inespérée s'installe entre les deux jeunes. Vous allez comprendre. Voilà Marion, ton petit verre de jus d'orange. Ah, merci madame. Appelle-moi Marie, ça me fait plaisir. Bon, je vous laisse les jeunes, amusez-vous bien. Ah, dis donc, elle est trop sympa ta mère. Ah, elle adore quand il y a du monde à la maison. Sinon, ce serait un peu trop triste. Tu sais qu'elle préside une association pour l'autisme dans le quartier? Non, c'est vrai. Vous devez faire des choses formidables, des activités artistiques, des sorties. Ah, je peux te dire qu'il y a de tout. Échecs, danse, théâtre, art-thérapie, atelier d'audiovisuel, habileté sociale. Waouh, excellent! C'est vrai que c'est toujours mieux que de rester devant son ordinateur tout l'après-midi. Elle en avait marre de me voir si seule, alors elle s'est lancée. Bon, c'est pas tout ça, mais si on passait à l'histoire géo, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. En effet, et alors, si nous reste un peu de temps, on pourrait faire une partie de Go, qu'en dis-tu? Ah ouais, trop bien. Je vous laisse imaginer la suite. Quant à Delphine, à son travail, elle est beaucoup plus détendue. On voit les techniciens démonter une exposition sur les jeux vidéo qui a rencontré un succès phénoménal. Aujourd'hui, Delphine fait le point avec M. Ferroni, son patron, et Mme Etienne, sa job coach qui la suit depuis plusieurs mois. Bon, Delphine, vous avez fait de gros progrès sur les situations où vous devez demander de l'aide, mais vous aurez besoin de faire un petit travail supplémentaire sur la gestion du stress. Je sais que ce sera long, que ça va vous demander de l'énergie, mais je crois en vous, parce que vous avez du potentiel, vous savez exprimer votre ressenti, on l'a bien vu lors de nos dernières séances. Je veux que tu saches, Delphine, que je n'ai pas toujours été présent parce que c'était le rush, parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, mais je veux que tu saches que si tu as besoin de moi, tu peux toujours m'en parler. Oui, je sais, et je vous en remercie beaucoup. Cette exposition sur les jeux vidéo, c'était plutôt facile à préparer. Pour parler à des jeunes, il faut que les mots soient simples. Et je l'ai bien compris, c'est même venu tout seul. Et j'aimerais beaucoup que l'on aborde quelque chose d'assez profond sur le plan artistique, parler de l'art autistique. Vous savez, c'est un peu comme chez les prisonniers quand il faut exprimer son vécu, ses émotions dans l'instant présent. Vous voyez, vous êtes positive et tout à fait force de proposition. Vous avez votre place, vous êtes capable, vous êtes utile. Bon, Monsieur Ferroni, je crois qu'on s'est tout dit maintenant. Oui, bien sûr, je vous raccompagne, Madame Etienne, avec plaisir. Allez Delphine, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Voilà, vous connaissez à présent la raison d'être de l'autistan, qui n'est finalement
pas si éloigné que ce que l'on pense. Vous savez, qu'on soit à Paris, à Tokyo, à Montréal, à Santiago ou à Dakar, on finit toujours par trouver les personnes qui seront sensibles à notre vécu. Tout cela me rappelle aussi un poème que j'ai écrit quand j'avais 17 ans. J'étais au lycée, je me posais beaucoup de questions. Ça s'appelle « Désert spirituel ». En des lieux inconnus du vaste monde ouvert, des espaces étroits, clos et bien isolés, où une minorité d'habitants sont nés, figurent éloignés du reste de la terre. Ces humains si spéciaux et pourtant différents ont leur propre langage et leur propre logique, que beaucoup d'entre nous désavouent et critiquent, organisent leur mode de vie autrement. Mais ils se voient confrontés à la solitude, perdus dans leurs manies et dans leurs habitudes, repliés sur eux-mêmes, souvent rejetés, incapables de s'exprimer normalement ou de bien comprendre notre fonctionnement. Pourront-ils un beau jour parmi nous s'intégrer ? Un exercice de poésie pour le cours de français. J'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 35, et vous voyez que le temps a passé. C'est fou en effet ce que ça passe vite. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le. Il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Papa dit qu'il a vu ça, lui. À la mise en scène, Señor Sebastián Castro. Et un immense merci aux MAM pour cet accueil formidable. Au plaisir peut-être de le jouer une prochaine fois. En attendant, l'heure est aux questions-réponses. À vous les studios. Merci Mathieu. Je voulais juste rajouter, tout à l'heure on a parlé de la capacité qu'on peut avoir, parce que c'est compliqué ce qu'a fait Mathieu. Sincèrement, en général, quand on joue sur un plateau, il faut d'abord le connaître, répéter dessus. Enfin, voilà, là, il y a eu le fait qu'on ait coupé pas mal de parties de la pièce. Il a fait des trucs qu'on n'a pas fait en répétition, mais qui étaient magnifiques. Donc ça, je pense que c'est important. Je tiens à le souligner, Mathieu. Je sais que tu n'es pas une bête de foire, mais c'est important parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que voilà, c'est tout simplement, c'est ça, c'est la pratique et puis la confiance qu'on peut se donner. Merci. C'est moi qui te dis merci, monsieur Seigneur Lancelot. À propos de la notion de bête de foire que l'on pointe du doigt quand on fait intervenir des personnes autistes, si l'on était pris pour des bêtes de foire, le métier de comédien n'aurait pas ses lettres de noblesse. Permettez-moi d'insister là-dessus. Et maintenant, ce qu'on apprend, que tu n'as jamais été bête de foire. Voilà. S'il y a des questions, peut-être sur le... Il y a plein de choses qui ont été dites. Je passe le micro. Voilà, tenez. Déjà, bravo, c'était bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans le spectacle, au niveau des histoires et tout? En fait, c'est à la fois du vécu personnel, des observations et de l'invention. Le but étant non seulement de transmettre ce que j'ai appris pour être là parmi vous, mais aussi d'essayer de rassembler les gens, parce que nous n'avons pas tous la même histoire, nous ne sommes pas tous
artistes, linguistes, manuels ou intellectuels dans nos professions. Nous n'avons pas tous eu le même accompagnement, nous n'avons pas tous vécu les mêmes difficultés. Il y en a sûrement dont l'entourage a plus été dans le déni, ce qui n'a pas été mon cas, je dois l'avouer. Donc, c'est un exercice périlleux que de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre. Notre... Merci. Périlleux, mais réussi dans le sens où moi j'ai retrouvé des situations que les familles rencontrent et qu'elles partagent ou qu'on peut rencontrer, et donc autant dans l'humour que dans ce qui peut toucher, que dans la manière de l'amener et de le traduire avec les paroles des chansons. Je pense que en effet, il y a un intérêt à avoir un espace d'échange derrière, parce que je pense que ça peut résonner beaucoup pour les personnes elles-mêmes. Voilà. Cet écho me va droit au cœur, et je ne sais pas si les uns et les autres vous l'avez senti, mais j'ai voulu, à travers ma pièce, déterminologiser l'autisme au maximum, c'est-à-dire ne pas trop insister sur les termes relatifs aux difficultés, aux fonctionnements différents, mais faire en sorte en fait que ce que se disent les personnages, c'est une éducation qui prend toute une vie. Nous faisons tous notre petit bonhomme de chemin, et en plus, même si l'histoire a une fin, l'existence des personnages, elle, ne s'arrête pas là. On m'a parfois reproché d'avoir créé une fin trop heureuse. Sauf que on ne peut pas tout changer à outrance non plus. En cela, j'insiste aussi sur le côté périlleux de l'exercice. Une autre participation ? Françoise, je vais peut-être vous laisser reprendre la parole. S'il n'y a pas de questions, on va conclure. Merci à vous de vous être déplacé de Paris. Merci à toi, Mathieu, d'avoir raccourci ton spectacle pour les besoins de la journée. Et encore, je n'ai même pas regardé l'heure, je n'ai pas fait attention du tout. C'est pile 17h, bravo. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette journée. Ces journées, je vous l'ai dit, c'était la 5e édition. Je ne vais pas m'arrêter là. Donc, il y aura une 6e. On va attendre un petit peu, en 2027, sans doute. On va essayer. Sur une autre thématique de métier. En tout cas, merci à tout le monde. Aussi bien les intervenants que les participants. Et puis, à une prochaine fois. Oui, je voulais juste remettre j'avais mis la dernière diapositive parce que pour moi c'est hyper important d'avoir je voulais ressasser dans la journée. J'ai essayé de conduire un fil rouge entre les tables rondes, les intervenants pour recentrer sur ces 3 dimensions qui me semblent absolument cruciales pour arriver à cette inclusion dont tout le monde parle et qui est si difficile à mettre en place. C'est la conclusion. Les perspectives, je vous le répète, il y aura un livret qui suivra ces rencontres. Alors, il va falloir un petit peu de temps pour l'écrire, pour le mettre en place, pour contacter encore certaines personnes que j'ai déjà contactées pour agrémenter et donner des pistes de recherche et d'inclusion. Voilà, je vous donne rendez-vous. J'ai les mails de tous les participants. Je vous enverrai un lien pour que vous ayez accès à ce livret qui aura un format PDF et qui sera édité, je ne sais pas encore trop comment, en fonction des sous que j'ai, ce que ça représente, je ne sais pas combien ça coûte pour faire éditer ça. Donc, je vous donnerai signe, en tout cas, des suites.